Et bonjour, petite fougère de YouTube. On se retrouve pour une nouvelle séance de lecture. Nous sommes sur une nouvelle session de stream. Voilà, depuis la dernière VOD, on a passé une nuit. Et en fait, même si j'ai déjà fait la lecture de Sciences humaines et sociales hier, et que normalement je passe quelques jours avant d'en refaire une, là je me dis, on est vraiment pas loin de la fin. On est vraiment pas loin de la fin. Donc, on a relancé une séance de live dessus parce qu'on veut le finir. On va le finir. Il reste 3 chapitres en tout et pour tout. Chapitre 25, détrôner la politique. Qu'est-ce que le trône au reste? 4 morceaux de bois doré recouverts de velours. Citation de Napoléon. Ouais, le chapitre commence avec une citation de Napoléon. Écoutez, voilà. Voilà. Quelle allait être la solution à la crise de la gouvernabilité de la démocratie? Parmi les options disponibles, il y avait ce que Samuelson appelait le remède du diable, le pouvoir dictatorial contre le déferlement démocratique, pour dépolitiser la société mais militariser la politique. Puis la stratégie de guerre préventive totale aux ennemis de l'intérieur, théorisée en Amérique latine sous l'appellation de doctrine de la sécurité nationale. La démocratie, avait prévenu Hayek, n'est pas possible partout. PTDR. Genre vraiment move de fasciste. Oh mais en même temps vous allez me dire c'est Hayek hein, mais je commence déjà, il y a du Hayek qui lâche des trucs de fasciste encore. Bah, décidément les bots, bonjour, au revoir. Have a good day. Voilà. Mais la réciproque était aussi vraie. Pinochet ne pouvait pas non plus être exporté dans tous les pays. Pour instituer l'ordre néolibéral, la dictature militaire est un moyen de dernière extrémité, pas un modèle universellement généralisable. Au Chili, insistait Milton Friedman, c'était l'exception, pas la règle. Et là, par exemple, vous voyez, ça aurait été vachement pertinent d'avoir une lecture du genre, je sais pas, moi, éventuellement suprémaciste blanc. Parce que la dictature, elle peut pas être exportée partout, en fait, c'est qu'on se rend compte que... selon les économistes de droite, et du coup selon les économistes blancs, de manière plus générale, la dictature dans des pays qui sont exploités, les pays du sud global, c'est pas un problème, ça va, c'est pour l'économie, tout ça. Par contre, c'est pas bien dans les pays du nord. Ah non, dans les pays européens, là par contre c'est pas bien. C'est quand même ça aussi le propos qu'il y a derrière, et il y a strictement, absolument aucune lecture de ce type-là. Voilà, là je vous le dis, dans le livre, Chamayou n'a absolument pas du tout, ne serait-ce qu'une phrase pour poser ça. Il s'en bat les couilles. Vraiment, il s'en bat les couilles. Ah, ça me tue. Ça serait quand même très 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 difficile de pouvoir un peu ouvrir, un tantiner ses oreilles et peut-être se dire peut-être qu'il y a aussi une histoire de suprémacisme blanc. Mais non. C'est l'effet Hayek, ça attire les sbires de la méritocratie capitaliste nulle, oui. Bonjour Etilwen et bonjour Orden, vous arrivez sur la lecture de fascistes et du coup on lit des fascistes qui disent des trucs de fascistes, voilà, bienvenue. Et Chamayou derrière manque encore une fois de certains angles qui auraient été pourtant pertinents. Dommage. Je reprends. Il y avait bien d'autres formes de gouvernement transitionnel possibles. Limiter la démocratie peut se faire à pas plus feutré, plus qu'à grand but de bottes. Sous d'autres latitudes, un Thatcher, un Reagan pouvaient très bien faire l'affaire. Et en plus, littéralement, ta phrase, elle le montre que c'est une question de racisme, espèce de trou de balle. Genre, littéralement, la phrase là, c'est la phrase de Grégoire Chamayou, c'est pas des propos rapportés. Sous d'autres latitudes, un Thatcher ou un Reagan pouvaient très bien faire l'affaire. Pourquoi est-ce qu'on ne traite pas de la même manière les pays du Nord et les pays du Sud? Vas-y, Chamayou, réfléchis, dis-nous la vérité, tu y es presque. Genre, tu poses les bases. Fini. Fais les 3 derniers pas. Pourquoi est-ce qu'on peut mettre des régimes de dictateurs de l'enfer absolu dans les pays du Sud global, mais par contre, il faut une version un peu plus édulcorée pour les pays du Nord? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence de traitement? Pourquoi est-ce qu'on peut faire des massacres de 100 000 personnes sans aucun problème au Chili et tout va bien parce que l'économie va bien, et que par contre, derrière, il faut faire juste des petites lois liberticides, mais pas trop faire des camps, pas trop faire des massacres dans les pays européens? Pourquoi? Vous allez voir, c'est marrant, la réponse c'est juste suprémacisme blanc. Mais bon, ça demanderait d'avoir un peu de lecture, on va dire un peu plus poussée sur la question, et un peu autre chose que de la lecture blanche, quoi. Mais ça me tue, parce qu'en plus, encore une fois,
c'est la phrase de Chamaillou, là, où il marque, sous d'autres latitudes. Genre, littéralement, le début de sa phrase, il y a la prémisse qui est là. Mais il est pas foutu de le poser. Ça me tue. Ça me tue d'être moyen comme ça. Oh. Bref, je reprends. Hayek confie avoir voulu, avec ses derniers livres, confectionner un outillage intellectuel de secours à même de sauver le système autrement que d'en appeler par désespoir à une forme quelconque de dictature. L'intention était louable, même si on peut aussi y lire une menace voilée. Si vous refusez la manière douce, vous ne nous laisserez pas d'autre choix que la forte. Ouais, puis enfin, là dans un autre registre, la manière douce, c'est quand même limiter la démocratie avec Thatcher, Reagan. Bon, clairement, il y a une différence avec un Pinochet, on est d'accord. Après, c'est pas la panacée non plus, hein. C'est pas non plus, oh, tout va bien, yes. Donc bon, bref. En écho au discours sur la crise de la gouvernabilité de la démocratie, Hayek soutient de plus belle, en 78, que l'épidémie de gouvernite aiguë, et qui est en train de prendre des formes de plus en plus effarantes, est la conséquence imprévue de notre système actuel de démocratie illimitée. Soit dit en passant, qualifié de démocratie illimitée, les États-Unis de Carter, ou la France de Giscard, ou encore l'Italie d'Andreotti, en dit long sur les limites du concept hayekien de la démocratie. Mais reprenons. Cette tendance, poursuit-il, étant inhérente à la forme particulière que nous avons donnée au gouvernement démocratique, nous ne pourrons empêcher cette croissance explosive que si nous transformons de fond en comble nos institutions. Vous savez que là, c'est la première fois que vous avez quand même Chamaillou qui dit « Eh, quand même, cette manière-là de définir la démocratie, elle est éclatée au sol, hein !» Voilà. On s'est tapé 3 chapitres avec des propos en clair de fascistes qui nous disent les pires horreurs, hein. Je vous rappelle, Pinochet, 100 000 morts, tout va bien. Hayek qui dit « Ah, mais c'est génial, regardez, l'économie patronale va très bien. » Donc, puis en plus, moi, dans la rue, j'ai rencontré personne qui m'a dit qu'il était pas content de Pinochet. Donc franchement, c'est que ça va, etc., etc. Il faut attendre 3 chapitres pour qu'on ait une phrase où juste il nous dit « Oh, quand même, si c'est ça, la démocratie illimitée, c'est un peu éclaté au sol, hein. » Prends ton temps, Chamaillou, hein. Puis, bon... On aurait pu y aller un peu plus franco, quoi. Mais bon, bref. Je reprends. La démocratie, écrit-il encore, ne peut se conserver que sous la forme d'une démocratie limitée. Une démocratie illimitée se détruit nécessairement elle-même. Oui, vous savez, la fameuse trope, trop de démocratie tue la démocratie. Bien sûr, bien sûr. Si donc elle est vouée à l'autodestruction, autant prendre les devants et s'en charger soi-même. L'amputer pour prévenir la gangrène. Mais qu'y a-t-il dans sa trousse à outils? Quel genre de scalpel? Quelle technique de dédémocratisation? Le traitement suivait le diagnostic. Si, en effet, la crise est due à une vulnérabilité excessive des gouvernements aux revendications populaires, alors il faut trouver des moyens d'insulariser les gouvernements, de mettre tout un ensemble de questions hors d'atteinte de la politique démocratique. Il s'agissait de savoir comment contrôler le gouvernement lui-même. Ne pourrait-on pas, face aux sirènes de la revendication sociale, en renouant avec d'antiques ruses, attacher le capitaine du navire à son mât? Alors, se disait-on, la gouvernabilité serait enfin restaurée. La conclusion commence sur les chapeaux de roue. Ouais, c'est pas... Chamaillou était meilleur sur les premières parties, je trouve, où en fait il commence à nous parler vraiment de la manière dont le monde libéral a commencé à se préparer, etc. Je trouve qu'il y avait un côté historique qui marchait très bien, qui était très bien écrit. Excusez-moi pour la canette, en même temps je suis en train de me servir une Monster. Voilà. Savez-vous qui est actuellement sur Twitch fait l'October? Comment il s'appelle le truc October il y a un événement où vous faites des trucs, quoi. Voilà. Vous dessinez des choses. Et ben, il y a Etilwen. Elle fait une Monster. Donc, du coup, shootouth, vas-y. Pour une fois, je commence à faire des shootouth. Inktober. Ouais, voilà, ça, là. Exactement. C'est ça. Oui. Voilà. Monster devrait me sponsoriser. Si seulement. Oh, putain, si seulement. J'aimerais bien. Je ne serais guère contre. Très clairement. Voilà, du coup, petit shoot-out à Itil, si jamais. Des fois, on fait des trucs de vampires, et il y a des gens qui meurent, ce sont des choses qui arrivent. Des fois, apparemment, on fait du dessin, et c'est bien aussi. Et c'est une canette avec un gros M, mais promis, c'est de l'eau. Promis.
Mon cerveau d'allemand buveur de bière a juste pensé à l'Oktoberfest. Non. Enfin, on peut aussi, mais là, non, c'était pas ça. Bonjour Ultra. Bonjour Ultra, j'espère que tu vas bien. En tout cas, aussi bien que possible en cette belle journée. Pour reprendre sur ce que je vous disais, du coup. Le souci avec Chamaillou, c'est que globalement, quand il fait son travail d'historien, qu'il fait vraiment un état des lieux de ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles en arrière, de comment ça a amené à aujourd'hui, c'est très bien, c'est propre. Il n'hésite pas à tout simplement prendre un avis tranché et à dire ouais, ça c'était pas bien, ça c'était du racisme, etc. Et t'es en mode oui, bravo. C'est les quelques fois où on a eu mention du racisme et compagnie quand même, hein, donc en même temps, fallait voir quoi. On était sur ah bah oui, quand même, ça s'est fondé sur le fait de mettre en place une exploitation humaine généralisée sur plusieurs continents. Donc oui, bon, ouais, là c'était raciste quoi. C'est un peu le minimum de pouvoir le dire, hein, mais néanmoins il l'avait dit. Et c'est vrai que depuis, on se rapproche de notre époque, on se rapproche de nos années, et en fait, plus on se rapproche de nos années, et plus j'ai l'impression que, et c'est même pas une question de prendre des pincettes, plus il prend pas forcément de jugement, en plus il laisse la place aux propos crus de tout un tas de personnes. Et genre vraiment, il n'y a pas vraiment de réflexion sur un certain nombre de prémices qu'il y a derrière et qui sont toujours présentes. Par exemple, typiquement, oui, l'esclavage, bien évidemment que c'est un truc qui est raciste, mais en fait, l'exploitation aujourd'hui de tous les pays du Sud globaux par les pays du Nord, c'est tout aussi raciste en fait, quand bien même il n'y a plus l'esclavage, officiellement. Je resterai sur le officiellement parce que bon, hein, l'exploitation on la connaît bien quoi. Il faut voir les conditions aussi, donc bon, voilà, bref. Vous avez l'idée. Donc ne pas être capable de poser ah bah en fait c'est toujours aussi raciste et en fait on a toujours une organisation du monde qui est basée sur du suprémacisme blanc, etc. Bah ça me fume en fait. Et pour moi ça en devient mauvais. Ça en devient mauvais parce que ne pas être capable de rajouter cette lecture là alors que même lui il fait des phrases où tu vois la prémisse, elle est là. Genre littéralement là quand il te fait un passage où il te dit non, dans les pays du Sud globaux, on peut faire la grosse dictature bien dégueulasse avec des massacres de population, etc. pour faire marcher le libre marché. Par contre, dans les pays du Nord, on peut pas non plus mettre une horrible dictature. Donc il faut une qui soit un peu plus jolie, un peu plus enrobée, où on met pas en place des camps, etc. Là, il est pas capable de dire que c'est parce qu'il y a du suprémacisme blanc en fait. Encore une fois, il est pas capable de le placer, alors que lui-même il le dit. C'est en fonction des latitudes qu'on va faire l'un ou l'autre. Genre, littéralement, tu le dis le pourquoi, mais tu vas pas jusqu'au bout. Ça me tue. Ça me tue. Bonjour Pazifae, j'espère que tu vas bien. En tout cas, aussi bien que possible. Ça faisait un moment. J'espère que ça va. En tout cas, encore une fois, autant que possible. Installe-toi, on lit des fascistes. Non, dit comme ça, c'est peut-être pas bien. Installe-toi, on est en train de finir un livre sur lequel je fais la vulgarisation. Et c'est pas très... Voilà, c'est pas très bien. Voilà. Quand tu confisques les passeports et contrôles les comptes bancaires des employés, ouais, c'est de l'esclavagisme. Bah, pour moi, il y a une forme quand même relativement, comment dire, suivie. Voilà. Il y a une forme relativement suivie. Ça va super, toujours très amoureuse. Bah, tant mieux. Bah, écoute, installe-toi. Encore une fois, voilà, là, on a une lecture un peu discutable, mais c'est à la fin. Espérons. Et j'ai enfin mon rendez-vous avec mon chirurgien. Ah, yeah, trop bien. J'ai le chat qui vient de spawn sur le lit. Je me demandais pourquoi il y avait du gros bordel d'un coup. Bon, je reprends où j'en suis. Ouais. Donc là, il nous disait... les pays du Nord, il faut faire attention, parce qu'on ne peut pas avoir une démocratie illimitée. Donc il faut des démocraties limitées en empêchant la population de donner son avis sur un certain nombre de choses. Voilà. Ok. Pour le libre marché, tout ça, hein, n'oubliez pas. N'oubliez pas, c'est ça l'important, c'est le libre marché. L'économie, c'est important, vous restez en vie, en bonne santé, etc. Non, ça, c'est superflu. Pour ce faire, Hayek envisageait plusieurs procédés, qui tous concouraient à la réalisation d'un même programme, détrôner la politique. C'est en effet par cette formule que s'énonce la stratégie du néolibéralisme en tant que pouvoir destituant. C'est-à-dire que littéralement, là, détrôner la politique, c'est le propos de Hayek. Le mec a littéralement comme principe politique de empêcher la politique des autres. Oui, parce que qu'on soit d'accord, hein, c'est une forme de politique, donc de fait que lui, sa politique à lui, il a pas de problème à la faire respecter, c'est bien celle des autres que ça la dérange. Là, ça dérange beaucoup, hein, Hayek, d'avoir les autres gens qui peuvent faire de la politique. Ah, quelle horreur.
L'objectif général, restreindre drastiquement les marges de manœuvre du pouvoir gouvernemental en matière sociale et économique, valait pour tout type de régime, mais en démocratie, sa mise en œuvre butait sur une difficulté spécifique. Pouvait-on trouver un moyen de l'imposer sans rompre trop ouvertement avec les formes du régime représentatif? On a réellement cru que c'était impossible, signalait Hayek, qui, lui, pensait avoir trouvé l'astuce. Le problème ne paraissait insoluble que parce qu'on avait oublié un idéal plus ancien, selon lequel le pouvoir de toute autorité chargée de fonctions gouvernementales devait être borné par des règles de long usage, que personne n'avait le droit de changer ou d'abroger. Une seule solution, la Constitution. La démocratie justifiait-il à besoin, plus qu'un autre régime, d'un bornage sévère des pouvoirs discrétionnaires que peut exercer le gouvernement, parce qu'elle est, plus que tout autre sujette, à la pression efficace d'intérêts particuliers. Et c'est marrant parce que lui, du coup, c'est pas un intérêt particulier, vous voyez. Lui, il veut imposer un modèle fasciste mondial pour le bien de l'économie, tout ça. Mais lui, c'est pas un intérêt particulier, vous comprenez. Lui, il est rationnel. Lui, il est fasciste, mais rationnellement. C'est ça le point important, quoi, hein, bien sûr. Quelle grosse merde. C'est marrant parce que je viens de commencer à lire à peine le bouquin. Ça fait 16 minutes qu'on est en VOD, je suis déjà en train de rager. Oh mon dieu. Bah oui, les autres ils ont tort, donc ils doivent la fermer, c'est logique. Bah oui. Hayek, c'est la voie de la vérité, comprenez, pour le bien du marché. Encore une fois, le suprême marché. Pour obvier aux défauts qui caractérisent les régimes politiques où la majorité législative ont une capacité de légiférer pratiquement illimitée, le salut passait par restreindre, a priori, le champ du pouvoir gouvernemental, lui défendre, une fois pour toutes, par des interdits, gravés dans le marbre de la loi fondamentale, d'aller empiéter sur les plates-bandes de l'économie. À la trop grande latitude de la décision démocratique, on opposait le modèle d'un gouvernement constitutionnellement limité en matière de décision économique. Le vieux thème de prédilection du libéralisme était ainsi repris par un néolibéralisme économique passant à la manœuvre sur le terrain du jus politicum. Détrôner la politique, donc, par la sanctuarisation constitutionnelle de l'économie. Paradoxe d'une destitution constitutionnelle ou d'une constitutionnalisation destituante. Waouh, et... Je connais ça, c'est la zététique. Alors, c'est le moment où je vais faire une pause. Savez-vous pourquoi est-ce que je critique autant la zététique? Parce que le principe de la zététique, c'est de dire que, franchement, en toute rationalité, je penche à droite systématiquement, mais c'est le hasard. Et du coup, en fait, ce que ça montre surtout, c'est que ton rationnel, c'est surtout une idéologie. Qu'en fait, le rationnel, c'est pas basé sur autre chose qu'une idéologie pour n'importe qui que ce soit, parce qu'en fait, on est tous des êtres humains qui avons tous en fait des envies, des croyances, etc. Et qu'on peut utiliser autant qu'on veut notre gros cerveau, ça n'empêchera pas de pencher dans un côté ou dans un autre, en fonction de nos inclinations, on va dire, plutôt naturelles. Le fait est que les zététiciens, avec leur gros cerveau, systématiquement, ils penchent à droite parce que globalement, c'est surtout une population de personnes, en tout cas pour notamment la zététique, qui fait du bruit, autrement dit les influenceuses qui font de la zététique, les gens sur YouTube, sur Twitch, sur tout ce que vous voulez comme plateforme où ils font de la zététique, quoi. C'est généralement des gens plutôt privilégiés, à savoir l'énorme écrasante majorité des profils, c'est des mecs cis, blancs, hétéros, valides, plutôt bourges. Donc étonnamment, un profil qui a une très légère tendance à être plus sujette à être à droite. Parce que, encore une fois, dans une société, et dans des sociétés comme les nôtres, c'est des profils qui sont à l'avantage à tellement de niveaux que, ils sont à l'avantage, ils sont en situation de domination. Incroyable. Et donc du coup, remettre en question tout ça, c'est compliqué. Parce que quand t'en profites à tous les niveaux, c'est bien. C'est agréable, c'est confortable. Quand bien même tu peux subir, d'ailleurs, hein, je me permets de refaire un passage parce qu'on me l'a déjà sorti, celle-là. C'est pas parce que d'ailleurs tu as au moins quelques éléments sur lesquels tu subis une oppression. Par exemple, je sais pas moi, le fait d'être gay, admettons. Mais t'es toujours un mec, t'es toujours un mec cis, t'es toujours un mec cis blanc, t'es toujours un mec cis blanc valide. Mais tu peux être gay, effectivement. C'est pas parce que tu subis une oppression sur un point que ça supprime tous les autres éléments sur lesquels tu bénéficies, en fait, davantage. Ça ne marche pas comme ça, hein. C'est pas j'ai une oppression, hop c'est bon, j'ai la carte Joker, je suis tranquille. Non, on peut même subir la grande majorité des oppressions possibles dans ce monde-là et pourtant se comporter toujours comme un sac à merde et reproduire des oppressions autour de nous. Et oui, c'est triste, mais pourtant c'est ainsi. Donc du coup vraiment les zététiciens, étonnamment, c'est toujours des gens plutôt privilégiés qui du coup étonnamment sont souvent sujets à tendre vers la droite, puisque c'est le camp idéologique qui leur correspond,
et qui ne remet pas trop en question leur modèle, le modèle dans lequel ils fonctionnent, etc. Donc oui, forcément, c'est typique zététicien. Enfin, oui, bien sûr, oui. Enfin, je vois pas comment ça peut produire autre chose, quoi. C'est quoi qu'il disait, le fascisme ne reviendra plus avec ses grosses bottes, mais un costard cravate et en mocassin avec le parapluie enroulé sous le bras. C'est bien ça, hein? Bah oui, Hayek il dit non mais voilà, regardez, on va faire du fascisme, mais du fascisme joli, du fascisme limité, hein. Encore une fois, le fascisme à 200%, le bruit des bottes, tout ça, c'est que pour les pays du Sud globaux. Voilà, c'est ce que dit Hayek. C'est lui-même qui le dit, on peut pas répandre la démocratie partout, on ne peut pas répandre la pire tyrannie partout, donc les tyrannies absolument horribles, c'est que pour les pays du Sud globaux, parce que bon, quand même, faut les exploiter, quoi, hein, voilà. Il y a encore une fois l'idée, hein, que derrière, quand même, que c'est des sous-populations, même si c'est pas dit, hein, parce que Chamaillou est pas capable de le poser, c'est quand même le propos de gens comme Hayek, hein. Si on peut mettre des dictatures absolument horribles à tous les niveaux, dans tous les pays du Sud globaux, c'est bien parce que on voit les populations des pays du Sud globaux comme des inférieurs, hein. Encore une fois, c'est le principe. C'est littéralement du suprémacisme blanc, quoi. Enfin, bref. Bonjour Emmanuel, j'espère que tu vas bien. On lit toujours des fascistes, pour changer. Yay. Bref, je reprends. Comme l'indique de façon convergente Buchanan, on peut tout à fait conserver le principe d'élection libre, à condition de verrouiller en amont le champ de décision des gouvernants qui seront issus. Il importe, professe-t-il, de distinguer entre les choix qui se font entre différentes règles politiques constitutionnelles et les choix qui se font à l'intérieur de certaines règles politiques ordinaires. Si la politique ordinaire ne peut pas équilibrer le budget, tout espoir n'est pas perdu, car on peut toujours la mettre hors circuit en formulant une règle supérieure qui la contraindra à le faire. Cette stratégie constitutionnelle se conçoit comme un métapolitique, comme une intervention dépolitisante sur les règles de formulation des choix politiques. Ah non mais vraiment, hein, c'est un gros niveau. Hein. C'est vraiment un gros niveau. C'est vraiment un gros niveau. À noter que les formulations de Buchanan sont plus prudentes en termes de relations publiques que celles de Hayek. Ce que l'on va limiter ainsi, insiste Buchanan devant les membres de la Société du Mont Pèlerin, réunis dans la charmante station balnéaire de Vina del Mar, en Chili. Au Chili. Quand même marrant, hein, de systématiquement aller faire coucou à Pinochet et compagnie, hein. C'est quand même marrant, hein. À croire que finalement vous entendez quand même vachement bien, hein, avec les fascistes. À croire que c'est peut-être parce que... Ah oui, c'est vrai, vous êtes des fascistes. Incroyable. Incroyable. D'habitude, pour parler de quelque chose de connu mais déguisé, je rajoute avec une moustache. Sauf que le fascisme avec une moustache, bah on connaît déjà, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Here we go again. Ah non, mais c'est un truc de fou. Genre, on voudrait les parodier, on ne pourrait pas. On ne pourrait pas. Littéralement, les mecs, ils te disent non, mais on n'est pas fasciste. Et sinon, tu le fais où ton repas de famille? Bah, avec Pinochet. Ah. Ok. Très bien. C'est... Ok. Et vous allez parler de quoi? Bah, on va parler de comment est-ce qu'on peut améliorer la société et tout. D'accord. Oh, c'est ok. Mais vous allez vous baser sur quoi? Bah, sur les travaux des nazis. Ah. Ok. Vous voyez pas le problème et vous êtes pas fasciste. Bah non, on n'est pas fasciste. Ah. Ok. Ah non, c'est un niveau, hein. C'est un sacré niveau quand même, hein. C'est un sacré niveau. Bref, je reprends. Donc, au Chili, en 1981, ce n'est pas du tout la démocratie, c'est juste le gouvernement. Nuance. Pardon? Le move du gars... Le move du gars, c'est dire... Non mais, on va pas limiter la démocratie. On va limiter le gouvernement. Qui est du coup... Ce qui permet ou pas d'avoir une démocratie plus ou moins propre. Ou pas du tout. Parce que bon, vous avez vu l'état de notre pays et on n'est pas du tout dans des démocraties. Donc bref, voilà. Mais vous avez l'idée quoi. Genre vraiment, le mec, il se fout de la gueule du monde. Non, non, on va pas limiter la démocratie. On va juste limiter l'expression de notre formulation de la démocratie. Oui, oui, d'accord. Ok. Avec tonton Jean-Marie, après le repas, on chantera des chansons allemandes des années 30. Ouais, c'est un peu le move, ouais. Ouais, c'est un peu beaucoup le move, quoi. Ah.
Si les élections pouvaient changer quoi que ce soit, disait l'humoriste, il y a longtemps qu'elles auraient été supprimées. Quel humoriste? Ah mais attendez, si, je connais ça. C'est pas celui qui a fait les Restos du Cœur là merde. C'est pas Coluche qui avait dit ça? Il me semble que c'est Coluche qui avait sorti cette phrase là. Parce que là c'est juste marqué disait l'humoriste. Voilà, démerde-toi. T'es en mode bon bah d'accord. Ok. Mais accessoirement, si l'on s'assure par avance qu'elles seront impuissantes à rien changer, alors rien n'empêche de les conserver. Oui, c'est bien sa phrase, c'est bien ce qui me semblait. Hayek, lui, ne se cache pas derrière son petit doigt. On passerait ainsi, assume-t-il, à un régime de démocratie illimitée. Mais en quel sens? En ceci précise-t-il afin d'éviter le malentendu, que l'activité du législateur devrait se limiter à l'adoption de règles de conduite générales et abstraites. Générales et abstraites, c'est mise au point les aussi. Mais qu'est-ce que cela veut dire, plus précisément, plus concrètement? En apparence, cette limitation ne concerne nullement le contenu des lois possibles, seulement leur forme. Un parlement ne pourra plus adopter que des lois générales, valant également pour tous, mais plus aucune mesure particulière, s'appliquant spécifiquement à des groupes sociaux distincts. Sauf que sans rentrer ainsi dans les détails du modèle de constitution imaginé par Hayek, l'effet recherché est beaucoup plus substantiel. Une constitution du genre ici proposée rendrait évidemment impossible toutes les mesures socialistes de redistribution. Sans même aller jusqu'à intervention sur le marché pour corriger la répartition des revenus deviendra impossible. Sous le formalisme juridique ne tarde donc pas à ressurgir le contenu social réel de la limitation. Qu'y a-t-il dans la zone interdite? Le panneau vous l'indique en grosses lettres. En vertu de notre nouvelle constitution, redistribution des richesses interdites, défense absolue de toucher à l'ordre spontané des inégalités sociales. L'ordre spontané des inégalités sociales. Hein. Spontané. Vous savez, les fameuses inégalités sociales qui apparaissent par la nature, hein, bien sûr. C'est pas du tout un système d'exploitation, etc. C'est spontané. Comme ça, c'est par hasard, il y a des gens, bah, ils ont plus, des gens, ils ont moins. C'est la magie. Spontané. Spontané. Ha ha ha. Ha ha ha. Je vais reprendre. Je ne vais pas commencer à insulter ces grands-mères toutes les 2 minutes, sinon on va jamais finir le livre. Donc je vais reprendre. Je vais focus. Une des clés de la stratégie institutionnelle correspondante consistait à jouer sur les échelles de pouvoir. Étirer, écarteler et en faire en définitive éclater l'unité de la souveraineté territoriale classique. Tandis que le verrou constitutionnel serait transféré vers le haut à des instances fédérales, tout un pan des anciennes fonctions de l'appareil d'État serait décentralisé, reversé à des échelons inférieurs. La plupart des activités de service du gouvernement pourraient alors être déléguées avantageusement à des autorités locales ou régionales, entièrement bornées dans leur pouvoir contraignant par les règles posées par une autorité législative supérieure. Ces deux mouvements sont complémentaires. Ils correspondent aux deux vecteurs inverses d'une stratégie de dévolution croisée, qui prend en ciseaux l'ancienne forme de la souveraineté étatique pour la remplacer par d'autres dispositifs de gouvernabilisation de la politique publique. La construction européenne fournirait un cas d'école pour une étude plus fine de cette stratégie. Imaginant, dès 1939, la mise en place d'un système fédéral, Hayek le présentait déjà comme la voie royale pour une restriction du pouvoir et de l'étendue du gouvernement, par le biais d'une constitutionnalisation économique de la politique à l'échelon supranational. Ces projets de limitation constitutionnelle ouvraient certes des perspectives prometteuses pour une destitution de la politique démocratique, mais il restait tout de même un problème pratique. Comment imposer des limites aux régulateurs? Comment enchaîner le Léviathan? Telle était, selon Buchanan, la question cruciale de notre temps. Dictateur providentiel mis à part, donc, comment mettre les chaînes de la démocratie autrement qu'avec un fusil sur la tempe? Pouvait-on raisonnablement espérer que la démocratie illimitée irait se limiter elle-même, à qui l'on reprochait, précisément depuis des décennies, d'en être structurellement incapable? Une nouvelle énigme à résoudre. Oui, parce que je rappelle que dans leur vision des choses, le vote fait que toute chose est égale par ailleurs. C'est-à-dire que n'importe qui peut se présenter et n'importe qui peut gagner. Il n'y a pas du tout d'effet de pouvoir, il n'y a pas du tout d'effet de limitation de qui peut voter, de qui peut être candidat, etc. etc. Tout le monde peut le présenter, tout le monde peut voter, tout va bien, tout est dans le meilleur des mondes. N'oubliez pas que c'est sur leur vision de base déjà. Hein. Mais enfin. À en croire les analyses du choix public, les problèmes politiques favorables à la dépense publique étaient, on l'a vu, réputés tendanciellement plus efficaces que les coalitions en faveur de la réduction des impôts.
L'économiste Alan Meltzer se voulait néanmoins rassurant. Il n'y a rien d'inévitable dans ce processus. Il serait tout à fait possible de mettre fin à la croissance du gouvernement au moyen d'une limitation constitutionnelle. Sauf que la difficulté est restée entière. Car si la dynamique du champ électoral est structurellement adverse aux politiques austéritaires, il y a fort à parier qu'elle le sera aussi à l'écouler dans le bronze constitutionnel. Il va donc falloir ruser. Bon appétit, Serron. Les conservateurs qui n'aiment pas le fonctionnement de la démocratie, n'étant pas de nos jours disposés à suivre leur logique jusqu'à la conclusion fasciste, repérée en 1980 Paul Samuelson, ils préconisent des limitations constitutionnelles de la fiscalité en tant que forme de capitalisme imposé. Pour commencer à apprécier cette nouvelle théorie, il n'est pas nécessaire de descendre sous l'équateur. Si l'on ne peut pas faire confiance à la démocratie, il n'y a qu'à inscrire une fois pour toutes dans la Constitution que le capitalisme doit être la loi du pays. Samuelson faisait référence à un projet de loi proposé au référendum dans le Massachusetts en 80 qui prévoyait le plafonnement des taxes municipales à un maximum de 2,5% des ressources des contribuables. Cette tactique électorale nouvelle constituait à s'appuyer sur la révolte fiscale latente des classes moyennes, à intensifier ou instrumentaliser, afin d'instituer des normes contraignantes de limitation de la dépense publique. Ce que l'on commençait à se dire dans le camp conservateur, c'est que si les coalitions politiques favorables au maintien de l'État social sont tendanciellement plus fortes que celles qui promettent à la masse de ceux qui en bénéficient de leur sucrer leurs prestations, on pouvait en revanche espérer, en rhabillant un peu les choses, que des programmes promettant aux classes moyennes de réduire leurs impôts forment la base de nouvelles alliances susceptibles de défaire la position adverse. Ouais, en gros, on va vous plumer, mais on vous le dit pas. Concrètement. Mentir, c'est sûr que ça passe toujours, hein. Comme on dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc bon. C'est aussi à ce moment-là qu'est lancée une grande offensive idéologique sur le thème de l'équilibre budgétaire et de la lutte contre les déficits. Tous nos mots, pouvait-on lire en 1977 dans Democracy in Deficit de Buchanan et Wagner, proviennent de la destruction keynésienne de l'équilibre budgétaire. L'État est hypertrophié, les déficits abyssaux, le secteur public littéralement hors de contrôle. Les budgets ne pouvant plus être laissés à la dérive sur la mer de la politique démocratique, il faudrait instituer une règle externe et supérieure, une norme constitutionnelle restrictive et sacro-sainte d'équilibre budgétaire. Voilà pour l'hymne officiel. En petit comité, cependant, les néolibéraux fredonnaient un autre air. En 82, lors d'une conférence organisée par la Banque de réserve fédérale d'Atlanta, Milton Friedman vend la mèche. C'est une bonne idée d'avoir un budget équilibré, mais pas au prix de hausse d'impôts. On préférerait 400 milliards de dollars de dépenses fédérales avec un déficit de 100 milliards plutôt que 700 milliards de dépenses avec un parfait équilibre budgétaire. Contrairement donc à ce que l'on nous serine, l'équilibre n'est pas une valeur en soi. L'objectif qui prime, c'est la réduction du budget de l'État. Mais alors, pourquoi une telle insistance si le but est ailleurs? Si l'équilibre budgétaire est important, enchaîne Friedman, c'est principalement pour des raisons politiques et non pas économiques. Ça permet de s'assurer que si le Congrès vote une augmentation des dépenses, il va aussi devoir voter des hausses d'impôts. Ce que les parlementaires, attachés à leur capital électoral, vont réchigner à faire. Donc, il s'agit d'endiguer la dépense. Mais que recouvre à son tour cet objectif? Sur cette question de la dépense, décrypte Friedman, il y en a d'autres. Celle de la fiscalité, notamment la bombe à retardement des programmes de sécurité sociale, l'assurance maladie. Et puis surtout, là derrière, les impôts cachés sous forme de dépenses obligatoires pour les entreprises privées. Voilà le cœur du problème. Si l'on se soucie tant de la surcharge du budget de l'État, c'est en réalité parce que l'on s'insurge contre la surcharge du capital, cet autre chameau qui croule assurément, lui aussi sous le poids de taxes et de contributions sociales. Mais Friedman va même plus loin. À mieux y regarder, rectifie-t-il, le déficit budgétaire tant décrié n'est pas une calamité, c'est une bénédiction, une formidable chance pour son camp. Le déficit a été le seul frein efficace mis à la dépense du Congrès. Nous préférerions bien sûr de loin un amendement constituant, imposant l'équilibre budgétaire et limitant la dépense, s'appuyant sur le déficit pour contrôler les dépenses, est une solution de rechange, mais c'est toujours mieux que rien. À défaut d'une règle d'or budgétaire inscrite dans la loi fondamentale, qui serait un idéal, mener une politique de la caisse vide, tout en agitant la dette comme un épouvantail idéologique, peut aussi faire l'affaire.
Et ça, par exemple, typiquement, c'est un truc qui est toujours largement utilisé. Vous savez, le fameux moment où vous avez des réformes qui vont faire que les dépenses vont augmenter, ou un minimum ne pas changer. Par contre, les rentrées d'argent, elles, vont drastiquement diminuer. Et du coup, on se retrouve dans une situation où, en gros, on a une bête affamée, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, une bête affamée qu'on ne peut pas nourrir. Et donc, du coup, on dit, on est obligé de couper. On est obligé de, malheureusement, couper des trucs. Vous voyez, c'est pas possible. Ça se fait, par exemple, en France, sur tout ce qui est les budgets du médicaux, en fait. Dans le monde médical, public, évidemment, vous avez des dépenses qui sont assez impressionnantes pour ce que c'est. Et en fait, on coupe une grande majorité des revenus, ce qui fait que les services se retrouvent surchargés, n'ont pas les moyens d'intervenir, n'ont pas les outils pour intervenir, etc., etc. Donc du coup, on commence à avoir des problèmes de fonctionnement, de manière générale. Là, du coup, vous avez tout un tas de politiques qui disent « Ah bah oui, du coup, il faut réformer, vous comprenez, donc il va falloir ouvrir à des marchés, par exemple à des marchés publics, donc à des gens qui... de l'extérieur, des entreprises vont pouvoir intervenir. C'est important, vous comprenez, pour l'efficacité de la machine, tout ça. Puis à peu, on va remplacer du coup les structures qui sont des institutions publiques par des structures privées, par des entreprises, genre des entreprises médicales privées, comme des cliniques privées, comme des hôpitaux privés, comme des centres médicaux privés, etc., etc. Peu à peu, on n'a plus de public, on n'a plus de service public, il disparaît. Et là, à ce moment-là, il se passe quoi ? En fait, les privés font ce qu'ils veulent, et du coup augmentent les prix, et le service est généralement nul à chier, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de faire des thunes, c'est pas le son. Surprise, mais en fait non, pas surprise. Et ça, c'est une technique qui est toujours utilisée, encore à l'heure actuelle, c'est le cas. C'est extrêmement le cas même, en France, et pas que en France. Je reprends la lecture. Mais un nouveau phénomène économique était en train de se produire, qui ouvrait d'autres perspectives. Pour faire face à la crise grandissante des finances publiques, notait un politiste de la fin des années 70, les gouvernements comptent de plus en plus sur le financement des marchés privés. Tiens, on y arrive. Or, il faut bien comprendre, avertit-il, que cette dépendance des gouvernements vis-à-vis des marchés financiers privés crée des pressions supplémentaires en faveur des politiques économiques conservatrices et respectueuses des intérêts du capital. Il devient donc de plus en plus difficile de suivre des politiques égalitaires de répartition des revenus. On avait là une autre forme de limitation de la politique gouvernementale, plus efficace sans doute que toutes celles exposées jusqu'ici. Elle n'est ni militaire, ni constitutionnelle, ni électorale, ni idéologique, mais elle est techniquement engrenée à une décision publique, en passe de devenir financièrement tributaire de l'évaluation de ces politiques par le marché des obligations souveraines. La norme s'instanciait différemment. Elle avait d'autres agents plus discrets, plus flingrants, ainsi sans doute qu'un grabataire galonné. La dictature des marchés, en somme, plus haut que celle des généraux. Il est frappant, constate Bernard Manin, 10 ans à peine après l'apparition du rapport de la trilatérale, que ce thème de la gouvernabilité des démocraties est disparu de la mode intellectuelle. Il n'en est plus question, plus personne ne s'intéresse à ce problème. Pourquoi ? En un sens, on a trouvé une solution. Logé au cœur des régulations monétaristes, le marché fournit un principe très efficace de limitation du pouvoir, parce qu'il constitue une instance de régulation qui échappe à la prise des différents agents. Telle était la solution globale à la crise de la gouvernabilité, simplement la règle du marché. Une des innovations majeures du néolibéralisme, précisait Manin, a été de concevoir le marché comme une technologie politique, non plus simplement comme ce qui réalise l'allocation optimale de ressources. Vous savez, ce truc qui est déjà éclaté au sol et qui n'est déjà pas vrai, mais bref, voilà. Dans la sphère réputée autonome de l'économie, mais comme un principe politique, comme principe d'ordre et de gouvernabilité. Le marché, ce n'était plus seulement ce sur quoi la politique ne devait pas empiéter, mais c'était aussi à quoi elle devait dorénavant se subordonner. Le marché passant ainsi, pour la politique gouvernementale, de statut d'objet limite à celui de sujet limitatif de son action. Ah, voilà, une page qui voulait pas s'ouvrir. La solution consistait en fin de compte à appliquer au manager de l'État un équivalent de la formule catalarchique. Waouh, c'est quoi ce mot ? Catalarchique ? La formule catalarchique, c'est quoi catalarchique ? Je connais pas ce mot. Attendez un instant. Qu'est-ce que ça veut dire catalarchique ? Catalarchique. Se rapporte à l'idéologie politique visant à laisser s'appliquer la catalaxie à l'organisation de la société tout entière. Là, du coup, je vais dire, c'est quoi catalaxie ?
Le mot catalaxie a été forgé à partir du concept de catalactique qui nomme la science des échanges, soit la branche de la connaissance qui étudie les phénomènes de marché. LOL, d'accord, ok, donc je comprends. C'est bon, j'ai capté le sens du mot. Très bien. Ok. Ok. Ça fait sens avec ce qui est dit avant, ceci dit. Logique. Donc, la solution consistait en fin de compte à appliquer au manager de l'État un équivalent de la formule catalarchique qui l'on avait déjà découverte pour s'assurer de la loyauté de ceux des entreprises. Un rapport d'agence sanctionné par des marchés qui, en même temps qu'ils remplissaient sans relâche leurs fonctions spéculatives, exercent, sans même que ces agents aient besoin de le vouloir, une fonction de police. Les marchés financiers, donc, comme opérateurs de gouvernabilisation des gouvernements. Sauf que la fameuse crise de gouvernabilité de la démocratie comportait 2 étages et non un seul. Outre la trop grande perméabilité de cette forme politique aux attentes sociales, il y avait ces attentes elles-mêmes, la trop forte mobilisation, la trop grande politisation de la société, le déferlement démocratique qui alarmait tant Huntington. Outre le problème de démocratie-gouvernement, il y avait celui de la démocratie-mouvement. Alors c'est bien parce que j'allais dire justement un truc qui me saoule par contre, c'est que le peuple, on s'en branle. La population, elle n'est pas là, elle n'existe pas. Mais là, ça va, ça commence à être introduit. On commence à nous dire oui, c'est vrai, il y a des gens quand même qui font des choses. Il n'y a pas que les gouvernants, hein, il n'y a pas que les chefs politiques, représentants d'État et compagnie qui comptent. Non, non, il y a aussi des gens pélos qui font des trucs, quoi. C'est bien de s'en rendre compte. La musique a coupé. Attendez, je vais vous mettre de la musique. Hop, je vais vous mettre de la musique dans de l'espace. Voilà, parce que j'aime Endless Space. Une bonne raison. Donc, là, on a la réponse qui a été donnée à qu'est-ce qu'on fait des chefs politiques. On va laisser les libres marchés, tout ça. Ok. Maintenant, on va aller s'attaquer à qu'est-ce qu'on fait avec le peuple, parce que le peuple, il est là quand même, il existe, et il se mobilise, et il fait de la merde. Oh là là, c'est horrible. Oui, elle est bien la musique d'Endless Space. Mais oui, mais Endless Space, c'est trop bien. Faites plus d'Endless Space dans la vie. Voilà. Or, si les tactiques de verrouillage néolibéral se proposaient de régler le premier par une limitation multidimensionnelle de la décision politique, de la décision publique, le second demeurait entier. Pour faire refluer la combativité sociale, estimait-on, il fallait alors s'attaquer aux conditions de rapport de force qui la sous-tendaient. Mais cela impliquait d'aller au conflit, au risque de se faire fondre le consentement minimal dans ce genre de conflit, Oh, je vais y arriver. Pour faire refluer la combativité sociale, estimait-on, il fallait s'attaquer aux conditions du rapport de force qui la sous-tendait, mais cela impliquait d'aller au conflit, au risque de faire fondre le consentement minimal dont ce genre de régime continue malgré tout de dépendre. Problème, regrettait Brittan, c'est que la démocratie libérale empêche les gouvernements de combattre les groupes coercitifs, entendez les mouvements sociaux, soit en renonçant à l'engagement en plein emploi, soit par la restriction effective du pouvoir monopolistique des syndicats, soit par la mise en œuvre d'une politique des salaires. Rose, qui envisageait lui aussi tout un lot de mesures offensives dans la privatisation de pans entiers du secteur public, se disait pessimiste quant aux chances d'y parvenir, tant les résistances étaient fortes. En définitive, osait-il, seule une mesure telle que la suspension des élections libres réduirait de manière substantielle et immédiate les pressions des attentes sur les gouvernements. De sorte que la question du recours à un pouvoir dictatorial évacué par la porte finalement revenait par la fenêtre. Non mais vraiment les mecs, hein. Et après on ose me dire que c'est pas des fascistes. Après on ose me dire que ces connards d'économistes là, c'est juste des mecs rationnels qui pensent au plus grand bien du plus grand nombre par le marché libre, tout ça, hein. Parce que ça c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit. Je connais quelqu'un qui défendait Hayek bec et ongle, hein. Vraiment, hein. Premier degré, et qui voyait pas le problème, et qui me disait que non, c'est pas un fasciste. Littéralement, la réponse des types, c'est il faut du fascisme. Ah, attends, on a trouvé une solution pour faire du fascisme, mais soft. Ok, c'est bien. Bon, on a un deuxième problème, il y a le peuple qui gueule. Bah, on fait du fascisme. Bah, du coup, vous êtes juste des fascistes, en fait. Enfin, votre solution à tout, c'est tout le temps une forme de fascisme de près ou de loin. À un moment donné, il va falloir assumer, en fait. Vous êtes juste des putains de fascistes. C'est un enfer. Je reprends.
Le capitaine est en voie d'être ligoté, mais les sirènes sont toujours là. Il se peut qu'un jour, lassées de s'époumoner en vain, elles passent à l'abordage. Pour dégager la voie, on pourrait les harponner. Mais le règlement du navire interdit de le faire à pleine puissance. Et puis si on s'y risque, il faut s'attendre à ce qu'elle contre-attaque. Vous noterez le règlement interdit de le faire à pleine puissance. Ça sous-entend qu'en fait, selon les groupes sociaux, le gouvernement a zéro problème à vous matraquer la gueule, à vous mettre en prison. Et on a bien vu quelle minorité subissent ça en fait. Le pas à pleine puissance, ça veut dire qu'en fait un petit peu quand même. Un petit peu quand même beaucoup. C'est juste que tant que ça touche pas un certain nombre de gens qui potentiellement vont se lever, ou disons que s'ils se lèvent, ça représentera une masse trop importante, c'est ok quoi. C'est ok. Donc ça reste quand même bien présent. En 1977, l'OCDE rendait public le rapport McCracken sur l'inflation et le ralentissement de la croissance. La recommandation de ce groupe d'économistes, encore marquée par le keynésianisme ambiant, demeurait éclectique. Mais certains passages attirèrent tout particulièrement l'attention des critiques. Quelques pages où les experts recommandaient, timidement encore, la discipline monétaire, la réduction des dépenses publiques, la flexibilisation des marchés du travail. Ces orientations nouvelles furent interprétées par certains comme le signe avant-coureur d'un possible revirement, l'annonce d'une conversion de la politique économique dominante au néolibéralisme qui venait. Et bonjour. Bon bah du coup j'ai un lurk qui va bouger. Bonjour, bienvenue. Hop, je vais aller déplacer mon lurk. Ah bah y a pas grand monde. Bah je vais pas déplacer mon lurk, je vais juste fermer l'onglet du coup. Gap 0SS vient aider la forêt. Bonjour, bienvenue. Oui, bienjour, c'est quand je vous dis bienvenue et bonjour en même temps. Voilà, c'est nouveau. Bonjour Barbara au passage. Merci énormément pour le raid, Gapos. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Nous sommes actuellement en train de lire des fascistes. Ouais, je sais, ça donne pas envie. C'est pas bien. C'est pas bien. Ah, c'est pas bien du tout, bordel de merde. On a envie de canner, on n'en peut plus. On est sur la toute fin de Grégoire Chamaillou. Voilà. Ah non, la pub. Mais coupure publicitaire. Voilà, normalement vous avez plus la pub. Je crois qu'il y a des gens qui se sont chopés une pub. J'ai eu le petit message effectivement. Normalement vous êtes de retour. Rebonjour. Merci beaucoup pour le raid et bienvenue, installez-vous. J'espère que ça s'est bien passé du coup live. Je vais faire le petit shoot pour Gapos. Bon, je t'avoue que j'étais là en lurk parce que bah du coup comme tu le vois, je suis en live aussi. Du coup je pouvais pas écouter le tien. Mais j'espère que ça s'est bien passé en tout cas. Donc toi t'étais sur des sujets un petit peu vénères. Bah écoutez, ici on est sur des sujets un petit peu vénères aussi. Voilà, comme ça vous êtes pas perdus. On est en train de lire Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire. On est sur les derniers chapitres. Là, il nous reste, en comptant celui sur lequel on est actuellement, il nous reste 3 chapitres. Sachant que là, on est presque à la fin de celui-là. Hein. Donc, en vrai, il reste 2 chapitres, vraiment. Et on est du coup sur la conclusion un petit peu de tout ce qu'on a lu jusqu'à présent. Et la conclusion, c'est... bah venez, on fait du fascisme partout, fascisme everywhere, parce que le fascisme, bah, ça permet d'avoir une belle économie, et c'est vachement important une belle économie, bien plus que bah, la santé, la vie, l'existence en général, voilà. Le fascisme, oui, parce que l'économie. Voilà, c'est littéralement la réponse des fascistes, enfin, pardon, des économistes rationnels. Oui, parce que pour eux, ils sont pas fascistes. C'est-à-dire que littéralement, ce sont des économistes qui vont faire des bouffes. C'est pas une blague. Littéralement, les mecs vont bouffer avec Pinochet. Pinochet, le dictateur, vous voyez. Et il vous explique que, bah en fait, c'est parce que c'est rationnel d'avoir la mise en place de régimes fascistes, parce que bah, c'est favorable pour les économies et le libre marché patronal. Donc en fait, c'est un bon modèle. Voilà. Et vraiment, ces mecs-là se voient comme étant des économistes rationnels. Pour eux, ils ne sont pas fascistes. C'est rationnel de choisir le fascisme. Voilà, voilà. Donc vraiment, on est sur des lectures de gros sacs à merde.
Vraiment des gros sacs à merde. Hein. Je préfère prévenir, hein, je vais dans l'insulte. Hein. Je vous le dis tout de suite, entre vous et moi, je suis quelque peu agacé par, J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste ces et gens. je voudrais Voilà. foutre en l'air toute la société capitaliste. Et la stabilité politique. Mais justement, selon eux, ça permet une grande stabilité politique. Le régime dictatorial, les massacres de populations contestataires, etc. Ça permet d'avoir des marchés stables et ça permet d'avoir une stabilité politique parce que du coup, tu sais que tu ne changes pas de régime puisque quand tu as un dictateur, il a généralement pas envie de changer. Voilà. Donc non, vraiment, on est sur des bons gros sacs à merde. Hein. Voilà, encore une fois, j'y vais de manière assez vulgaire, mais on est sur du gros sac à merde. Vraiment du gros sac à merde. Donc bon, c'est pas très bien. Les discours des fascistes sont glaçants. Vraiment. Et par contre, ceci dit, je me permets de rajouter un élément. Donc là, actuellement, on lit du Grégoire Chamaillou, qui est donc un auteur qui fait quand même pas mal parler de lui ces dernières années, qui fait beaucoup donc d'écrits sur l'histoire, sur l'économie, etc. Et il y a un problème sur ses écrits. Voilà, je vous le dis en toute franchise, là on est à la fin donc de cet ouvrage-là. Le problème de Grégoire Chamaillou, c'est que il a un manque total de capacité à nommer, à voir, à parler en fait de tout simplement le suprémacisme blanc. Ça n'existe pas dans sa tête. C'est assez phénoménal de voir qu'à des moments, littéralement, il manque, mais à chaque fois qu'il le peut, l'angle antiraciste. C'est systématique. Vraiment, c'est incroyable. Même, là, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être une demi-heure maintenant, on a lu une phrase où littéralement il commence en nous disant vous voyez, le fait est que on peut mettre en place des dictatures horribles à base de Pinochet, etc. sur les pays du Sud globaux, mais pour les pays du Nord, c'est pas possible. Et vraiment, t'es là en mode oui, pourquoi il y a une différence de traitement entre les pays du Sud globaux et les pays du Nord? Vas-y, dis-le, s'il te plaît. Et la réponse c'est non, parce que voilà, c'est comme ça. Ah. Ok. Très bien. Parler du coup de politique coloniale, parler de suprémacisme blanc, non, ça on peut pas, ça n'existe pas, ça n'est pas là, c'est pas là, très bien, cool. Donc ça c'est quand même un problème que j'ai avec Chamaillou, c'est que de manière assez évidente, plus on avance dans la lecture, plus c'est évident, il n'y a absolument aucun angle de lecture par rapport au colonialisme, par rapport au suprémacisme blanc, ça n'existe pas, alors que littéralement la moitié de ce qu'il nous dit montre que c'en est. Donc c'est un peu agaçant. C'est à minima un peu agaçant. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est vraiment très blanc. Voilà, c'est très blanc. Donc pour moi c'est un problème, bien évidemment, surtout quand vous faites un ouvrage qui se veut un ouvrage un peu expert sur la question de comment est-ce que le libéralisme se met en place, comment est-ce que le néolibéralisme se met en place, etc. Pour moi c'est quand même un très gros problème de pas être foutu de nommer ça en fait, alors que de manière assez évidente, ce modèle idéologique se met en place très clairement basé sur du suprémacisme blanc. Enfin, c'est chaud quoi, c'est vraiment chaud. J'ai pas dit bonjour à Jeanne, j'espère que tu vas bien, en tout cas aussi bien que possible. Donc bon, voilà. Ouais, c'est comme l'autre et Le Pen pour voir. Ouais, il y a des moves comme ça au niveau des Hayek et compagnie qui nous disent oui, non mais Pinochet, franchement, on s'entend bien, donc ça va, ça peut pas être un si grand monstre. Enfin, littéralement, une des phrases de Hayek, je vous jure que c'est vraiment un truc qu'on a lu, une des phrases de Hayek, c'est quand même de nous dire mais moi, quand j'étais au Chili, j'ai demandé s'il y a des gens qui n'étaient pas contents du régime de Pinochet, et je n'ai trouvé personne qui n'était pas content de Pinochet. On rappelle, le régime de Pinochet, 100 000 morts. Voilà. Il y a des gens, sous le régime de Pinochet, qui ont été embarqués, parce que dissidents, parce que contestataires du régime dictatorial de Pinochet, qui ont été embarqués dans des avions, qui sont partis au-dessus de l'océan, et qui les ont balancés vivants au milieu de nulle part dans l'océan. C'est ça le régime de Pinochet, si jamais vous avez un petit peu oublié les trucs. Et vous avez Hayek, qui vient vous dire « Non mais franchement, ça va Pinochet, moi j'ai trouvé personne dans la rue qui m'a dit qu'il n'était pas content. » Voilà. Mais ça c'est censé être des économistes rationnels. C'est pas des économistes fascistes, ce sont des économistes rationnels.
Quel enfer. Quel enfer. Le fascisme, oui, mais avec un costume Hugo Boss. Ouais, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Le fascisme, un régime sûr pour des capitalistes. Étonnant, n'est-ce pas? C'est pas que c'est une grosse merde sans problème. Lequel? Parce que beaucoup de gens sont des grosses merdes dans ce qu'on lit. Beaucoup de gens sont des grosses merdes dans ce qu'on lit. Bon, je me remets à la lecture. Du coup, merci beaucoup pour le raid. Installez-vous, mettez-vous bien. On est reparti. On est reparti. Dans le compte-rendu acéré qu'il fit de ce rapport, le politologue Robert Keohane s'interrogeait sur la faisabilité politique du projet économique qu'il y suborderait. La commission McCracken, résumait-il, conseille au gouvernement d'exercer une plus grande discipline sur leur économie, tout en résistant à la tentation d'en faire bénéficier leurs citoyens davantage à court terme par des dépenses publiques à grande échelle. Cette position, commentait-il, n'est ni celle de l'état minimal du laisser-faire, ni celle de l'état-providence des keynésiens. C'est une formule intermédiaire, un état disciplinaire, qui conserverait un rôle de régulation de l'économie, mais tout en rognant sur sa politique sociale. Les auteurs du rapport s'imaginent, naïvement selon lui, que de tels états disciplinaires démocratiques vont être capables de persuader leurs citoyens d'accepter de plus sévères restrictions économiques avec moins d'avantages sociaux, tout en conservant une légitimité substantielle dans leur société. Lui, il en doute fort. Si les experts de l'OCDE n'ont pas trop l'air de voir où est le problème, il n'a pas échappé à d'autres. Les radicaux, rapporte Keohane, ceux-là même qui sont vus opposer depuis l'après-guerre les prouesses de l'État-providence contemporain, comme une réfutation des théories marxistes sur la crise du capitalisme, tirent au contraire de sa déroute actuelle les conclusions qui s'imposent. Si ceux qui sont aux commandes de l'économie devaient revenir sur leurs engagements en matière de plein emploi et de stabilité des prix, ce serait alors là l'un des principales justifications du capitalisme, du point de vue de la classe ouvrière, qui se trouverait ébranlé, qui pourrait dès lors blâmer les travailleuses s'ils décidaient de reconsidérer leur adhésion à des arrangements politiques et économiques qui ont déçu leurs attentes. Puis son programme économique tient la route, donc ils ok, bah c'est souvent un peu le move, ouais. Ça tient la route en écrasant et en supprimant et en exploitant tellement de gens, mais ça tient la route, TKT. Ça tient la route pour les patrons, donc ça va. Ce qui se dessinait là, en pointillé, c'était, je crois, une nouvelle version, même si Keohane n'emploie pas la formule, de la crise de gouvernabilité. L'extension de ce motif à un nouveau genre de régime politico-économique en gestation. Jusqu'ici, cette crise ne concernait que la démocratie-providence. C'était, disait-on, cette calamiteuse combinaison de keynésianisme, de démocratie représentative qui avait rendu la politique étatique intenable. Mais qu'en sera-t-il du maintien de la seconde sans le premier ? Si l'État-providence finit par être affecté d'une sévère crise de légitimité en dépit de ses bonnes œuvres, que va-t-il se passer si l'on ferme le robinet ? Question serait celle-ci. Une démocratie post-keynésienne est-elle possible ? S'il y a bien des conditions structurelles d'ingouvernabilité, analysait-on à gauche, elles sont en réalité beaucoup plus profondes encore que ce que ne veulent bien admettre les néoconservateurs et les néolibéraux. Le capitalisme est devenu tributaire de la fonction légitimatrice des dépenses sociales. Le secret gênant, la contradiction du capitalisme, c'est que même s'il ne peut coexister avec l'État-providence, il ne peut pas non plus exister sans lui. Si vous pensez que la démocratie keynésienne est ingouvernable, mais essayez donc la démocratie néolibérale. Je rappelle, la démocratie donc néolibérale, c'est globalement nos régimes politiques actuels. Voilà. C'est ceux où en fait on a des lois qui limitent la capacité des gouvernements à pouvoir faire du social, ce qui est très clairement le modèle vers lequel on va de plus en plus. Très très clairement, on a des lois qui viennent empêcher de remettre en question et de s'occuper de problèmes sociaux. C'est de manière assez évidente, malheureusement, de plus en plus prégnant. Et c'est ça, les modèles de démocratie néolibérale, c'est une démocratie qu'ils disent limitée. Une démocratie dans laquelle les gouvernants vont être éloignés du peuple et surtout ne doivent pas écouter le peuple. Les gouvernants sont là pour gouverner, bien sûr, et le peuple il est là pour être gouverné parce que le peuple c'est des gens et c'est pas le gouvernement, donc ils peuvent pas non plus demander et réclamer des droits, vous comprenez, c'est pas bien. Le gouvernement il est là pour dire ce qu'ils ont le droit d'avoir ou pas avoir le droit. Et globalement ce qu'ils ont le droit d'avoir c'est travailler dans la société, être exploité. Bien déjà, faut être rentable. Et ils n'ont pas le droit à grand chose d'autre. Mais c'est pour leur bien, bien sûr. Pour leur bien et pour le bien du marché. Ça donne envie, comme démocratie. Les auteurs du rapport McCracken, critique Keohane, mettent le problème sous le tapis. Ils postulent que leur état disciplinaire sera par principe, par article de foi, démocratique, mais sans s'interroger une seule seconde sur les conditions de viabilité politique d'une pareille forme dans de telles conditions.
Ils ont au fond la naïveté de penser que le capitalisme et la démocratie sont et peuvent demeurer pleinement compatibles l'une avec l'autre. Ce qui, leur rappelle Keohane, en citant tout à la fois Marx et Schumpeter, n'a pourtant au fond rien d'évident. Un bon exemple, c'est l'Argentine, effectivement. Encore que je me demande si même avec leur vision du monde, ils n'iraient pas dire que là, on serait dans une dictature. C'est-à-dire que... Quoi qu'après, il a été élu, donc ouais, non, techniquement, si, t'as raison. Non, oui, t'as raison, l'Argentine, c'est un très bon cas. Et on voit comment ça marche, pas du tout. Surprise, mais en fait, non. Pas surprise. Pas surprise. Mais ouais, non, c'est un bon exemple, en vrai. C'est un bon exemple. Tu as raison. Tu as raison, l'Argentine, c'est un très très bon exemple, du coup, de la fameuse démocratie néolibérale. La fameuse démocratie qui est, du coup, limitée. Parce que, vous comprenez, il ne faudra pas non plus écouter toutes les minorités, tout ça, tout ça. Donc bon, bref. Là, il y a un truc qui me chafouine quand même. Alors, c'est les paroles de Keohane, donc un auteur que cite Chamayou. C'est que Keohane dit à chaque fois que tous ces fascistes-là dont on parle, de tout ce qui est les Hayek, les Huntington, etc., ils sont naïfs. En fait, à chaque fois, il met le terme qu'ils sont naïfs de croire qu'on peut rendre compatible le capitalisme et la démocratie. Et en fait, pour moi, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que ça, typiquement, c'est accorder trop de crédit, quoi. Enfin, c'est systématiquement pareil. On a des fascistes, on a des putains de fascistes qui sont en train de te dire très clairement « Moi, j'ai zéro problème quand il y a 100 000 morts qui se font au Chili, tout va bien. » Et vraiment, les mecs, ils en ont conscience, ils le disent, ils le réclament. Enfin, leur discours a été très clair. On a eu des paroles rapportées de discours qu'ils ont tenus qui étaient parfaitement clairs. Et le truc, en fait, c'est que être là en mood ils sont naïfs, foutage de gueule. Les mecs revendiquent officiellement et très clairement d'être des grosses merdes fascistes, en fait. Pourquoi tu vas leur dire « Ah non, mais vous êtes naïfs, vous êtes pas vraiment dangereux ». Il y a un côté un peu comme ça avec la naïveté. Vous êtes pas vraiment dangereux, vous faites pas exprès. Bien sûr que si, qu'ils font exprès, ils le revendiquent même. Donc moi, ça me chafouine quand même beaucoup la manière dont Keohane est un peu là en mode à chaque fois ils sont naïfs, ils sont fascistes mais par naïveté. Non, ils sont pas fascistes par naïveté, ils sont fascistes parce qu'ils ont un intérêt et qu'ils ont très bien compris l'intérêt. Ils sont fascistes et ils jouent éventuellement à être naïfs parfois, et vraiment parfois dans certaines prises de parole, en prônant un espèce de mariage chelou entre le capitalisme et la démocratie, leur modèle fasciste et la démocratie, mais c'est parce qu'il faut le vendre en fait, parce qu'ils veulent attirer les gens dans leur filet, mais ils ont parfaitement conscience de ce que c'est en fait. Ils ont parfaitement conscience qu'ils sont fascistes et que ça leur pose pas de problème en fait. Ils ont un intérêt très clair, qui est pensé comme tel, qui est vu comme tel, qui est travaillé comme tel. Ils sont pas dans la naïveté. Et vraiment ça me fume un peu quoi. Je reprends. Une démocratie disciplinaire peut-elle demeurer démocratique ? Keohane en doute, mais il se refuse à répondre dans l'absolu. Ça dépend. En Allemagne, au Japon, aux États-Unis, peut-être, étant donné que la vigueur économique et la stabilité politique de ces sociétés peuvent leur permettre d'avaler ce genre de potion économique sans grande réaction d'allergie politique. Dans les autres pays de l'OCDE, c'est moins sûr. En appeler à faire des sacrifices pour accroître les profits et préserver le capitalisme ne constitue pas un cri de ralliement très brillant pour former une nouvelle majorité. Il est difficile d'imaginer que les socialistes français, entre parenthèses, Chamayou a rajouté « s'ils savaient ». Et j'avoue que je suis là en mode « ouais, les fameux socialistes français, ouais. Ouais. Les fameux socialistes français qui sont pas du tout compatibles au capitalisme, hein, bien sûr. N'est-ce pas ? Hein ? Ils sont pas du tout racistes, ils sont pas du tout validistes. Voilà. Je sais pas qui est le plus naïf dans l'ouvrage. Je sais pas. Là, la parole rapportée, c'est celle donc, du coup de Keohane. C'est celui qui dit que les fascistes, ils sont naïfs. Hein. Et entre parenthèses, entre crochets, c'est Chamayou qui a rajouté. C'est-à-dire que Keohane dit « Oh, je pense pas que les socialistes français vont aller en ligne droite avec les néolibéraux. » En gros.
Et vous avez Chamaillou qui, entre parenthèses, rajoute en fait, si, clairement si, en fait. Donc là, pour le coup, Chamaillou est pas naïf. Là, pour le coup, il est pas... Il parle de qui exactement, les socialistes français du PS? Probablement. Parce que là, on est sur Keohane, qui écrit dans les années 80-90. Donc oui, là, à mon avis, il parle effectivement du Parti Socialiste. Je pense. En tout cas, c'est dans ces années-là, c'est ce qui correspondrait assez facilement à ce qu'on pourrait appeler des socialistes français. Je reprends la lecture. Donc toujours les paroles rapportées de Keohane. Des communistes italiens, des syndicalistes britanniques se joigneront facilement à un consensus sur la nécessité des profits plus élevés. Conclusion, il est peu probable que ces États soient établis démocratiquement dans l'ensemble de la zone OCDE. Retour donc à la case départ. Et frappant de voir à quel point, dans cette phase de transition encore incertaine vers le néolibéralisme, rôde le spectre de la dictature. Et pourtant, dans les discours, au moins, les années 80 allaient être celles d'un grand triomphe de la démocratie. En 81, Norman Podhoretz signait dans le Harvard Business Review un article sur les nouveaux défenseurs du capitalisme. Les hommes d'affaires, conseillait-il à ses lecteurs, feraient bien de s'intéresser davantage à la vie intellectuelle et de prendre les idées au sérieux, car elles sont d'une grande importance politique. Or, annonçait l'analyste néoconservateur, les premiers signes d'un renversement de l'attitude traditionnellement hostile envers le capitalisme commencent aujourd'hui à se faire jour dans la communauté intellectuelle. Notamment en France, où, rapporte-t-il, de nouveaux philosophes ont tout d'un coup renoncé au marxisme. Redécouvrant les vertus du capitalisme, nombre d'intellectuels considèrent désormais que l'antagonisme politique fondamental oppose la démocratie au totalitarisme. Et donc, sous-entendu, tout à fait soluble au capitalisme. Puisque là, on est donc, quand il parle de démocratie et de totalitarisme, on rappelle, le totalitarisme selon Helleu, là, selon les néoconservateurs, le totalitarisme, c'est le moment où trop de démocratie tue la démocratie parce que du coup, on respecte et on écoute toutes les personnes qu'il y a dans la société. Ouais, c'est ça le totalitarisme. Hein, c'est ça leur vision du truc totalitaire. À partir du moment où ta démocratie, elle prend en compte tout le monde, ça devient un état totalitaire, selon les néoconservateurs. Parce que, selon les néoconservateurs, à partir du moment où tu prends en compte toutes les personnes qu'il y a au sein de ta population, dans une démocratie, tu vas forcément devoir mettre en place des restrictions budgétaires, des restrictions sur le capitalisme, en fait. Tu ne vas pas pouvoir permettre aux entreprises d'exploiter les gens, de les mettre dans des situations horribles, de les empoisonner, etc., etc. Et donc, tout ça, c'est un état totalitaire. Selon les néolibéraux, c'est ça, un état totalitaire. Et donc, selon ces néolibéraux, la démocratie, soluble au capitalisme, donc s'entend va de main dans la main avec le capitalisme, doit s'opposer au totalitarisme. Voilà. Donc pour ces gens, le totalitarisme, c'est l'entrave au marché libéral. Exactement. C'est tout à fait le propos. Le totalitarisme, c'est à partir du moment où tu bloques le marché. Parce que pour les néoconservateurs, pour les néolibéraux, le marché, le libre marché, doit être au-dessus de tout le reste. La liberté du marché est le truc de base principal. On doit tous être libres de pouvoir interagir avec le libre marché. C'est ça leur vision du truc. Encore une fois, parce que les règles sociales, les éléments sociaux ne comptent pas et n'existent pas. Pour eux, il y a des inégalités. Je reprends la parole qui avait été dite tout à l'heure. C'était... Attendez. Je vous l'avais dit tout à l'heure et elle m'avait fait un peu tiquer justement. Où est-ce qu'elle était la phrase? En gros, c'était l'idée qu'il y a des inégalités naturelles. Les gens, naturellement, sont à inégalité. Voilà, spontané. Le panneau vous l'indique en grosses lettres, en vertu de notre nouvelle constitution, redistribution des richesses interdites, défense absolue de toucher à l'ordre spontané des inégalités sociales. Voilà. Pour les néolibéraux, il y a des inégalités sociales, c'est comme ça, c'est la nature en fait. Vous ne pouvez rien y faire, c'est naturel. Il y a des gens qui ont, des gens qui n'ont pas, il y a des gens qui sont exploités, des gens qui se font exploiter, il y a des gens qui exploitent, c'est comme ça, c'est la nature. Que voulez-vous, c'est ainsi. Et donc pour eux, puisque c'est la nature, il ne faut pas toucher à ça, il ne faut pas intervenir sur la nature. C'est ça le point de vue des néolibéraux. Naturellement, il y a des inégalités, naturellement, il y a des rapports de domination, et c'est comme ça. Et c'est marrant parce que leur vision du monde, du coup, elle collabore vachement avec celle qui est que, globalement, comme eux sont en situation d'avantage, ils vont le rester. À croire que c'est pas sans raison. À croire que c'est pas sans raison. Je reprends.
À la lecture de ces lignes, son confrère néoconservateur Daniel Bell tique et éprouve le besoin de réagir dans le courrier des lecteurs. Podoretz nous dit que le capitalisme est propice à la liberté et à la démocratie. Est-ce le cas? Pas nécessairement. Peu de philosophes politiques sérieux font l'amalgame entre liberté et démocratie. La plupart, en fait, soutiendraient plutôt, comme les théoriciens du 19e siècle, comme Alexis de Tocqueville, qu'il existe une tension intrinsèque entre liberté et démocratie, et que souvent la tyrannie de la majorité, dérivée du démos, menace la liberté. Et TDR, hein, on revient encore une fois sur la petite marotte des néoconservateurs, là, des néolibéraux, la tyrannie de la majorité. Ça, en gros, c'est leur vision de, à un moment donné, si tu écoutes tout le monde, tu vas tomber en tyrannie. Tu vois, c'est toujours pareil, c'est que si tu écoutes tout le monde, tu comprends, et bah tu vas imposer une tyrannie. Lol. De tout temps, la démocratie n'a jamais été une bonne chose pour le capitalisme, même considérée comme de l'anarchie. Il y a toujours eu un mépris du peuple à décider par lui-même. Oui, mais complètement. Mais surtout que, moi c'est un truc que j'ai déjà dit, et je vais le redire, le capitalisme est un fascisme. Tu ne peux pas avoir du capitalisme qui n'est pas du fascisme. C'est pas possible. Tous les fascismes ne sont pas capitalistes, mais le capitalisme est fasciste. Parce que le capitalisme, intrinsèquement, la nature même du capitalisme, c'est d'avoir des gens qui ont et des gens qui n'ont pas. C'est d'avoir des gens qui exploitent, des gens qui sont exploités. C'est d'avoir une hiérarchie, en fait. Le capitalisme, il s'est fondé sur la colonisation, sur le suprémacisme blanc, sur l'exploitation des populations, notamment des pays du Sud globaux, sur l'exploitation patriarcale, sur, en fait, littéralement, au sens littéral, du fascisme. Vous ne pouvez pas avoir du capitalisme qui n'est pas fasciste. Parce que, intrinsèquement, le capitalisme est une forme de fascisme. C'est pas possible, du coup, de les séparer. En fait, ça ne peut pas. C'est juste impossible. Donc partant de là, c'est du gros foutage de gueule d'avoir des connards néoconservateurs qui viennent te dire « Oui, mais la démocratie et le capitalisme peuvent aller dans la main », surtout quand dans leurs mêmes propos, hein, c'est les mêmes mecs qui vous disent que pour que le capitalisme puisse être bien, il faut qu'il y ait une démocratie limitée, une démocratie dans laquelle les gouvernants ne doivent pas être en contact avec le peuple, ne doivent pas écouter le peuple, et doivent surtout avoir comme prérogative principale de s'assurer que le marché reste libre, le libre marché, hein. Vraiment, t'es sur un modèle qui est beaucoup de choses, mais pas de la démocratie. Donc bon, c'est vraiment... Mais bon, bref. Des fascistes, hein, encore une fois. Mais bon. Je reprends. On en était où? On était là. Une façon de dire que l'on ferait bien de rester sur ses gardes, que les sornettes des nouveaux philosophes, du style français, ne doivent pas faire perdre de vue les principes fondamentaux d'une politique réactionnaire bien comprise. Quoi qu'il en soit, le vent était bel et bien en train de tourner dans l'idéologie dominante. Tandis que, dans la phase précédente, les défenseurs du système pointaient assez unanimement les tensions, voire l'incompatibilité entre le capitalisme et la démocratie, le nouveau discours se mettait à les présenter comme étant synonymes, promouvant l'un au nom de l'autre. Comment s'explique ce retournement? Si l'on chante dorénavant les louanges d'une démocratie hier encore abhorrée, c'est bien sûr à la stricte condition implicite de ne célébrer sous ce nom ce que certains qualifient aujourd'hui que de post-démocratie, un résidu vide, une forme sans substance. Mais ce volte-face ne se comprend plus profondément que rapporté à une nouvelle stratégie politique qui était alors en train d'effectuer un mouvement de pivot dans cette mue discursive qui était à la fois le signe et l'instrument. La crise de l'État-providence, la frustration populaire qui l'a accompagnée, théorisée Chantal Mouffe en 1986, ont été à l'origine d'une série de réactions anti-étatiques de la droite, qui s'empressait de traduire dans des termes de la critique néolibérale, une chaîne d'équivalence qui a été établie entre politique, public, État, bureaucratie. Cela a permis aux conservateurs de présenter leur offensive contre la démocratie comme étant finalement une lutte pour la démocratie. Cette dernière étant définie sous l'angle d'une récupération par le peuple des droits que l'État lui a confisqués. Tandis cependant que le mot démocratie était ainsi resignifié comme étant le nom d'un individualisme libéral qui est opposé au collectivisme étatique, le démos correspondant fut dans le même temps redéfini ou reimaginé sur un mode néo-traditionnaliste, comme étant finalement un ethnos, à l'identité menacée par la société permissive, un autre nom de l'émancipation sociale, raciale, sexuelle, générationnelle, qui s'était alors vigoureusement engagé. L'étrange unité idéologique de ce populisme libéral conservateur était indissociablement individualiste, autoritaire, entrepreneurial, traditionnaliste. Le néolibéralisme économique, entrant en politique,
s'associer ainsi à une sorte de national-démocratisme aux relents sexistes, homophobes, racistes. Bravo! Chamaillou, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? T'arrives à dire des termes? Mais qu'est-ce qui se passe? Page 246, on notera. Voilà, 246, il a su dire des termes, Chamaillou. Je suis pris par surprise. Dis donc. T'arrives à poser des vrais bails des fois. T'arrives à ne pas être dans la mollesse absolue à chaque instant. C'est incroyable, bravo. Non, je suis désolé, il faut le féliciter quand même. Hein. Sur 246 pages, ça doit être la 11e fois qu'il arrive à placer les termes quand même. Donc, bravo. Bravo. Je reprends. C'est dans cette unité contradictoire à mèche lente que réside sans doute l'une des sources majeures des pathologies politiques actuelles des démocraties libérales occidentales. Lorsque Andrew Gamble cherche, en 1979, à caractériser le programme du thatcherisme, il le résume à cette formule : économie libre et État fort. Il retrouvait ainsi quasiment mot pour mot le titre du discours de Carl Schmitt. Le libéralisme autoritaire connaît maintes déclinaisons, mais insistons-y des déclinaisons différentes. Car ce n'était pas, mettez en garde Stuart Hall, le retour du fascisme sur la scène politique. Ce n'est pas le réveil des fantômes et des spectres familiers de la gauche, mais l'avènement d'autres choses qu'il fallait saisir de façon spécifique. Se méfier donc d'un réflexe de fausse reconnaissance. Ce que nous avons à expliquer, précisait-il, c'est un mouvement vers un populisme autoritaire, une forme exceptionnelle de l'État capitaliste qui, contrairement au fascisme classique, a laissé en place la majeure partie, mais pas la totalité, de l'institution représentative formelle, et qui, en même temps, a été capable de construire autour de lui un consentement populaire actif. Et je ne suis pas d'accord là-dessus. Voilà, je ne suis pas d'accord là-dessus. Et bonjour Pixel2. Il n'y a pas vraiment de commandes ici. Enfin, il y a des commandes, mais elles sont planquées. Voilà, je vous l'avoue, il y a des commandes, mais elles sont planquées ici. Elles sont planquées parce que j'aime bien que les gens essayent de les trouver, éventuellement de s'échanger les commandes trouvées, par exemple sur le Discord, etc. Donc il y a en soi des commandes, mais elles sont planquées. Voilà. Il n'y a aucun moyen, on va dire naturel, de les trouver, à moins de tester point d'exclamation quelque chose dans le chat, jusqu'à tomber sur les bonnes. Voilà. Alors là, moi, je suis pas très d'accord avec ce qui est dit, parce qu'en fait, Stuart Hall, pour moi, il passe à côté de plein de trucs. C'est-à-dire qu'il est en train de dire non, mais c'est pas du fascisme, voyez-vous, parce qu'il y a toujours des institutions représentatives, donc c'est pas du fascisme. Et je suis pas d'accord. En fait, c'est une autre forme de fascisme. En fait, ne pas être capable de nommer ça fasciste, c'est un problème pour moi, parce qu'en fait, ce sont des formes de société fascistes. Ce sont des formes de société qui sont notamment suprémacistes blancs. Quand on vient pour nous dire non, mais ce sont des États avec toujours de la représentativité, alors que par contre, à côté de ça, en fait, les femmes sont toujours en train de subir le patriarcat, que les personnes racisées sont toujours en train de subir le racisme généralisé, que vous avez les personnes handi qui continuent à subir le validisme, etc. En fait, non, c'est pas ok, quoi. Enfin, encore une fois, il y a tellement d'oppression à tellement de niveaux dans nos sociétés, et structurellement imposées et maintenues, que venir te dire non, c'est pas du fascisme, en fait, c'est surtout la position d'un mec cis blanc privilégié, quoi. Concrètement, qu'on soit d'accord. C'est vraiment la position, en fait, d'une personne qui ne subit pas, en fait, ces oppressions, et qui, du coup, est dans l'optique de se dire oh oui, ça craint un petit peu ce vers quoi on va, mais ça va encore. Parce qu'en fait, t'es pas concerné, parce qu'en fait, t'es pas la personne qui n'a pas ses traitements et qui est en train d'en crever. Parce qu'en fait, t'es pas la personne qui est en train de subir le racisme et qui se fait buter par la police. Parce qu'en fait, t'es pas une femme qui se fait battre par son mari tous les jours et avec tous les voisins qui ferment les yeux et j'en passe, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, c'est vraiment la position du mec qui est pas concerné, qui est pas touché et qui, du coup, puisqu'il est pas touché et pas concerné, il le voit pas. Ça n'existe pas. Donc là, il est juste en mode moi, c'est pas du fascisme. Ça va vers des trucs un peu nuls, oui, c'est vrai, mais c'est pas du fascisme. Si, c'est du fascisme, c'est juste que t'es pas concerné, en fait. C'est juste que t'es pas touché directement, donc tu t'en bats les reins. Mais en fait, c'est quand même une forme de fascisme. Et ça, moi, ça me dérange beaucoup, en fait. Parce que c'est aussi ce qui permet à une grande part des gens de gauche, à l'heure actuelle, ou en tout cas de gens qui se présentent comme de gauche, de faire preuve des pires moves possibles, des moves tout aussi oppressifs. Tout ce qui est, on en a parlé il y a quelques jours, par exemple, tout ce qui était le touche pas à mon pote, la reprise en fait par le PS
des mouvements en fait antiracistes et qui l'ont complètement vidé de son sens parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point eux-mêmes produisent du racisme en fait. Et c'est comme ça à tous les niveaux. De manière plus récente, si on prend par exemple sur LFI, qui a soutenu et maintenu Katens pendant des plombes, alors qu'on savait pour les VSS. Mais bah non, en fait, on s'en fout. Sous un soi-disant vernis de « oh oui, on est très concerné par la cause des femmes, on est très très concerné par la lutte contre le patriarcat », en fait, tu vois bien que non, tu maintiens toujours un système de mecs, toujours. Et en fait, c'est comme ça à tous les niveaux. À gauche, en fait, on a de manière très ancrée énormément d'éléments ultra oppressifs qui sont présents et qui peuvent se maintenir notamment parce qu'on ne permet pas de nommer certaines choses, parce qu'on ne permet pas de remettre en question ces fonctionnements-là comme étant potentiellement des fonctionnements tout aussi oppressifs que ceux que produisent la droite conservatrice et les droites en manière plus large, parce qu'en fait les droites juste l'assument. Les droites assument d'être des grosses saloperies et ils ne voient pas le problème là-dessus. C'est bien pour ça qu'ils l'assument d'ailleurs. Pour eux, c'est normal, c'est comme ça que la société, et puis c'est tout. Il faut être les forts, puis ben, on s'arrête là. Alors qu'à gauche, on essaye de dire non, on va être progressiste, on va essayer de casser ce genre d'idéalisme. Sauf que tant qu'on ne permet pas de critiquer ce qu'on produit, bah en fait, on va les reproduire, quoi. On va simplement les reproduire. Bref, je continue, il me reste un petit paragraphe et on aura la fin de la VOD là-dessus. Le thatchérisme se présentait comme une idéologie étrangement syncrétique, celle d'une nouvelle droite pouvant tour à tour apparaître comme libertaire et autoritaire, populiste et élitiste. Cela tenait, au-delà des incohérences apparentes, à ce qu'elle opérait une synthèse entre une défense libérale traditionnelle de l'économie libre et une défense conservatrice traditionnelle de l'autorité de l'État. Au-delà d'une idéologie, c'était une stratégie, celle d'un redéploiement de l'État appelé à la fois à se retirer presque complètement de certains domaines et d'en réinvestir intensément d'autres, sur un mode à la fois non interventionniste et interventionniste, centralisé et décentralisé. Mais ces mouvements, apparemment contradictoires, étaient étroitement solidaires. Si l'État doit se renforcer, c'est pour mieux s'affaiblir. Une action ferme, décisive est nécessaire pour réduire les programmes de dépenses publiques et les impôts pour privatiser les services publics et pour abolir les agences interventionnistes et régulatrices. Sauf que sous l'abstraction appelée dépenses, démythifiée Alan Wolf, il y a toujours les besoins réels des personnes réelles. Or, il est peu probable qu'elles se laissent dépouiller sans rien dire. Au début des années 80, les gouvernements néolibéraux le savent et se préparent à la confrontation. Mais pour l'emporter, pour verrouiller la politique par le haut et faire preuve de fermeté dans les affrontements centraux qui n'allaient pas suffire, dans les affrontements centraux n'allait pas suffire, on avait aussi besoin de mettre au point des tactiques plus fines, plus capillaires de neutralisation de la politique. Voilà. Et bah, fin du chapitre. Petite fougère de YouTube, on s'arrête là. Des bisous. À très bientôt pour la suite de la lecture commentée. Ciao, ciao, ciao.